Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo du deuxième chapitre de Terminal intitulé Comment est structurée la société française actuelle. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié les trois premiers critères de structuration et de hiérarchisation des individus et des groupes sociaux au sein de la société française contemporaine. Ces critères étaient la PCS, le diplôme et le revenu. Dans cette vidéo, nous allons à présent nous intéresser à la composition du ménage, à la position dans le cycle de vie, au sexe et au lieu de résidence, qui sont 4 autres critères permettant de structurer l'espace social français contemporain. Au-delà des revenus étudiés dans la vidéo précédente, il faut aussi prendre en compte la composition du ménage, c'est-à-dire de la famille, à la fois au niveau des enfants, mais aussi au niveau des parents, afin de mieux analyser le niveau de vie des individus et leur place dans l'espace social. La composition du ménage constitue donc le 4e critère de structuration de la société. En effet, le seul revenu ne permet pas de comparer les situations des individus de manière précise. En effet, le nombre d'enfants influence bien évidemment le niveau de vie d'une famille, mais le nombre de parents pourvoyeurs de ressources est également à prendre en compte. Ainsi, les familles monoparentales risquent d'avoir un niveau de vie plus faible qu'une famille avec 2 parents travaillant pour le même nombre d'enfants. Il faut par ailleurs souligner que ce sont essentiellement les femmes qui sont à la tête des familles monoparentales. Le risque de pauvreté ou de se situer en bas de la hiérarchie sociale est donc renforcé pour ce type de famille, notamment parce que les revenus perçus par le parent seul sont souvent plus faibles, en raison de temps partiel ou d'une PCS plus basse. À ces différences de revenus du travail s'ajoute le non-versement d'une partie des pensions alimentaires par l'autre parent, ce qui met encore plus en difficulté économique ces familles. C'est alors le sexe comme critère de différenciation et de hiérarchisation qu'il faut étudier, et c'est notre 5e critère, puisque le sexe des individus est un facteur explicatif et distinctif important qui permet de structurer la société française. Il existe bien évidemment des différences de pratiques entre les hommes et les femmes, mais aussi de très fortes inégalités sociales et économiques, malgré les différentes mesures visant à assurer l'égalité entre les sexes. On peut même parler de ségrégation sur le marché du travail, dans les filières d'études, ou d'une inégale répartition des tâches domestiques. Tous ces critères que l'on a étudiés jusqu'à présent qui affectent la position sociale d'un individu ou d'un groupe d'individus dépendent également de la position de l'individu dans le cycle de vie, c'est-à-dire de son âge. Et c'est là le 6e critère. L'âge des individus n'est alors pas seulement une donnée biologique, marquée par une date de naissance, mais c'est une caractéristique sociale ouvrant plus ou moins de droits et d'opportunités. En effet, les comportements économiques, sociaux, culturels, politiques varient selon l'âge des individus, comme en témoignent les oppositions entre générations avec des modes de vie et des pratiques différentes. Par exemple, l'âge des candidats aux élections est toujours étudié et commenté. Il y aurait ainsi, entre guillemets, un bon âge pour être candidat. Il s'agit d'être ni trop jeune ni trop vieux, sachant bien évidemment que ces notions sont relatives en fonction des situations sociales et économiques. On pense ici par exemple aux différences de durée des carrières sportives, des carrières politiques et des carrières professionnelles plus standards. Un même âge objectif se traduit par des situations différentes en fonction des contextes. Les niveaux de patrimoine, les taux de chômage ou le type d'emploi occupé, aussi bien au niveau de la PCS que du type de contrat, dépendent en partie de l'âge des individus. Par exemple, le patrimoine d'un individu est souvent nul ou en tout cas très faible avant 30 ans, puis augmente continuellement jusqu'au début de la retraite, durant la période d'activité, puis à la retraite, ce patrimoine a tendance à diminuer pour compenser la baisse des revenus. Il apparaît donc que la PCS d'appartenance, le niveau de revenu et de diplôme sont corrélés avec l'âge. L'espérance de vie, et donc la position dans le cycle de vie, varie selon ces 3 variables, mais la PCS et le niveau de revenu dépendent aussi de la position dans le cycle de vie, du fait des carrières professionnelles souvent ascendantes, et de la rémunération à l'ancienneté. La position dans le cycle de vie et les situations économiques et sociales qui en découlent ne sont pas les mêmes selon le sexe d'individu. À 50 ans, par exemple, il existe une différence assez forte
entre la majorité des hommes qui a eu une présence quasi continue sur le marché du travail et a atteint le sommet de leur carrière, et les femmes, dont certaines ont eu des interruptions de carrière lors des naissances de leurs enfants, et qui reprennent une activité professionnelle, souvent en bas de l'échelle sociale. Le lieu de résidence constitue le 7e et dernier critère de structuration et de hiérarchisation des individus et des groupes dans la société. Le lieu de résidence, c'est à la fois le reflet de son origine sociale et géographique, mais aussi le témoin de sa position sociale, en lien avec les différents attributs positifs et négatifs de ce lieu, qui est alors source de valorisation ou à l'inverse de stigmatisation sociale. Le lieu de résidence concerne à la fois le lieu à proprement parler, urbain, banlieue, périurbain ou rural, mais aussi la décomposition socio-économique des habitants de ce lieu, et enfin l'accès aux différentes opportunités économiques et sociales, comme le travail, les services publics, les loisirs ou les moyens de transport. Les différents espaces sont alors porteurs de représentations sociales différentes et de valeurs économiques plus ou moins fortes. La dynamique démographique et économique des territoires reflète alors la hiérarchie des différents espaces. Le lieu et le type d'habitation sont des sources de distinction sociale et affectent les trajectoires scolaires et professionnelles, mais aussi familiales, des individus, en leur permettant plus ou moins facilement l'accès aux ressources socialement valorisées. La hiérarchie de l'espace social a donc une dimension territoriale en s'inscrivant dans l'espace géographique. La question de la mobilité devient alors centrale pour étudier les différents lieux de résidence et les différentes échelles de déplacement selon la position sociale. On peut ainsi mettre en évidence une opposition entre les classes favorisées évoluant à l'échelle internationale et les classes populaires enfermées dans des territoires plus petits, plus restreints et des territoires qui sont par ailleurs en déclin où l'offre de moyens de transport est assez faible, que ce soit des moyens de transport privés ou publics, ce qui éloigne les individus des opportunités économiques et sociales. La ségrégation sociale et la ségrégation spatiale se recoupent alors largement. Nous avons donc vu dans cette vidéo et dans la précédente que la société française contemporaine est un espace social multidimensionnel avec des proximités et des distances entre les individus ou les groupes sociaux en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques. Les caractéristiques communes sont à l'origine de modes de vie similaires, alors que les différences contribuent aux inégalités et à la hiérarchisation des individus et des groupes au sein de la société. La place d'un individu ou d'un groupe social dans cet espace permet de comprendre les motivations et les contraintes s'exerçant sur ses actions. Ainsi, la PCS, le revenu, le diplôme, la composition du ménage, la position dans le cycle de vie, le sexe et le lieu de résidence sont autant de critères de différenciation et de hiérarchisation, mais aussi des outils d'analyse pour le sociologue. Ce dernier cherche alors à étudier les comportements politiques, culturels, économiques, les choix scolaires ou les choix familiaux. Des corrélations assez fortes entre la position dans la structure sociale et les actions des individus sont ainsi repérées par les enquêtes quantitatives. Toutes les caractéristiques socio-économiques sont liées entre elles. Les exemples du marché du travail, de l'accès à la culture aux loisirs, montrent comment les différents critères de structuration et de hiérarchisation de l'espace social se complètent et comment les inégalités économiques et sociales se cumulent et se renforcent. Ces variables vont aussi être utiles pour étudier les évolutions et les mutations de la société et des individus, notamment les changements de place à l'échelle individuelle ou collective dans l'espace social. C'est ce qu'on appelle en sociologie la mobilité sociale. Ce sera l'objet d'un prochain chapitre de sociologie. J'espère que cette vidéo vous a plu et a été suffisamment claire pour distinguer les 4 derniers critères de hiérarchisation des individus et des groupes sociaux qui permettent de décrire la société française contemporaine. Ces critères sont la composition du ménage, la position dans le cycle de vie, le sexe et le lieu de résidence. Vous retrouvez comme d'habitude plus d'informations dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui analysera les mutations de la structure socio-professionnelle, c'est-à-dire la salarisation, la féminisation, la tertiarisation et la montée des qualifications. Bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.